Aujourd'hui, avoir encore 30 ministères au Togo, pour un pays aussi fragile économiquement, pour un pays aussi en lambeaux, en tout ce qui concerne l'économie, pour un pays sur ceux qui bouffent l'argent du pays, ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui ont ramené le Togo dans une telle décadence, ceux qui ont ramené le pays à ce que le pays puisse sombrer aujourd'hui de la sorte, ces mêmes personnes sont reconduites à la tête des ministères pour qu'ils continuent de voler. Vous saviez, la fortune personnelle de M. Faure Gnassingbé est de 8 000 milliards de francs CFA. Dans ce live, Prince Greg réagit vivement aux propos du petit frère de l'ancien ministre Trimua, qui a traité les jeunes Togolais d'incapables de faire des propositions concrètes pour le développement du pays. Prince Greg n'a pas mâché ses mots, il s'est attaqué au nouveau gouvernement de Faure Gnassingbé, qu'il juge trop lourd, avec une trentaine de ministères pour un pays en difficulté économique. Selon lui, ce sont les mêmes visages, ceux qui ont plongé le Togo dans la crise actuelle, qui continuent d'être reconduits pour piller les ressources du pays. Il évoque même la fortune personnelle de Faure Gnassingbé, qu'il estime à 8 000 milliards de francs CFA. Nous allons suivre ensemble un extrait de cette intervention avant de revenir sur l'analyse complète de Prince Greg. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Togo, Arthur Trimua? D'abord, je vais dire ceci. Aucun citoyen, aussi puissant qu'il soit, à lui seul, ne peut avoir de l'impact sur ses concitoyens. Il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il change la vie de 8 millions, 9 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Il faut simplement créer cet effet boule de neige pour que nous soyons plusieurs à davantage travailler pour le Togo. On verra le résultat. Aujourd'hui, il y a une partie qui s'assoit dans son canapé pour dire le gouvernement ne fait pas, le gouvernement ne fait pas, le gouvernement ne fait pas. C'est le même qui va sortir, va violer le feu rouge tout à l'heure. C'est le même qui va conduire sans permis. C'est le même qui, va créer tous ces problèmes d'incivilité. Mais nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que nous faisons quotidiennement pour améliorer la situation? Ne serait-ce que le civisme, ne serait-ce que ne pas jeter des ordures par terre, ne serait-ce que quand on finit de manger, on jette. C'est encore un réflexe, hein, on jette. Après, on dit les rues sont sales et le gouvernement on va balayer, on dit balayer. Non, dans nos propres maisons, on ne fait pas comme ça. Je n'ai pas fait grand-chose pour ce pays. J'aimerais en faire davantage. Moi, je pense que on a une population jeune, 80% à moins de 35 ans. Cette population n'a pas les mêmes besoins sanitaires qu'une population vieillissante. Donc, est-ce que en soi, c'est la construction des hôpitaux qui est le plus important, ou bien la prévention des maladies dans une population qui est jeune, qui est la plus importante? Ça aussi, c'est des sujets sur lesquels la jeunesse devrait pouvoir se prononcer. Aujourd'hui, avec une population jeune, ce ne sont pas les maladies de longue durée qui posent problème. Vous avez vu? C'est plutôt comment les éviter de rentrer dans les maladies de longue durée. Donc, construire des hôpitaux, c'est bien, mais je pense qu'il faut construire les infrastructures permettant à cette population d'avoir une santé qui soit la plus longue et la plus qualitative possible. Et montrer que le secteur privé peut venir investir dans les infrastructures et que ça ne soit pas que le budget qui le fasse. Et qu'il faut inventer un modèle économique qui permet à toi et à moi d'être en réalité les acteurs des infrastructures. Là, on va faire quand même un petit aparté. Nous allons rapidement parler du petit frère de M. Trimua. Heureusement que Trimua a été éjecté du nouveau gouvernement mis en place par le président du Conseil actuellement. Il ne fait plus partie du nouveau gouvernement et c'est son petit frère qui se permet de traiter les jeunes Togolais d'être des jeunes qui sont incapables de faire des propositions structurelles en termes économiques, que cette jeunesse n'arrive pas à faire des propositions structurelles au gouvernement en place. Et il a été tellement méprisant vis-à-vis de cette jeunesse qui se bat, cette jeunesse qui essaie de quand même sortir de la tête de l'eau, malgré que les gouvernants font tout pour l'opprimer, malgré que le gouvernement en place fait tout pour nous embrigader dans quelque chose qui n'est pas le nôtre. Cette jeunesse se bat quand même. Et cette jeunesse est à féliciter. Et c'est inconcevable pour moi qu'une personne, parce que son grand frère a été ministre, se permet de parler avec autant de mépris pour cette jeunesse togolaise. Déjà, le grand frère de M. Arthur Trimua, c'est une personne qui a traîné énormément de casseroles. Et normalement, dans un pays structuré, dans un pays dans lequel l'honneur a encore sa place, dans un pays dans lequel la moralité résonne toujours, le frère de M. Trimua ne peut pas se permettre d'aller même sur un plateau pour parler et narrer autant le peuple togolais. Si l'on sait toutes les casseroles que son grand frère est en train de traîner, sans oublier
le fait qu'une jeune fille, bon, cette histoire qui avait fait beaucoup de bruit, le fait que son grand frère a été vraiment au cœur d'une affaire, une affaire que j'essaie quand même de, voilà. Il a été vraiment au cœur d'une affaire où il y a une jeune fille qui était disparue à Lomé et que le dernier endroit où on avait vu cette jeune fille vendeuse de cuir-dent, ça a été dans la maison de M. Trimua, et que cette jeune fille a été utilisée pour des rituels humains, on va dire. Et cela avait fait beaucoup de bruit à l'époque dans le régime togolais. Et c'est cette même personne qui a délivré énormément de faux passeports de service, jusqu'à amener aujourd'hui les États-Unis à prendre des résolutions quand même fermes, à faire des résolutions, une petite résolution, jusqu'à ce que l'on prenne des résolutions quand même assez fermes contre cela. Quelqu'un qui a toujours été au centre, qui a toujours été tellement présent dans tout ce qui est louche, dans tout ce qui est faux au Togo. C'est quelqu'un qui a délivré énormément de faux passeports de service jusqu'à ce que les États-Unis aujourd'hui, c'est à cause de M. Trimua justement que les États-Unis décident de ne plus octroyer de visas, ni des visas de service, ni des visas touristes pour les jeunes Togolais aujourd'hui. C'est ce top qui est à la base de ça. Déjà, ils sont incapables de développer le pays. Ils sont incapables de pouvoir créer une atmosphère propice pour que les jeunes puissent exprimer leur talent. Les jeunes sont obligés de voyager pour pouvoir rêver et ils trouvent encore le moyen, parce que c'est quelqu'un qui aime tellement être dans le faux, ils trouvent toujours le moyen de faire tellement du faux jusqu'à amener les États-Unis quand même à prendre des décisions assez radicales et assez fermes vis-à-vis de l'octroiement des visas pour nos concitoyens togolais. Le jeune frère de M. Trimua a dit que faire le constat que nous avions fait, tout le monde peut le faire. Nous avions faim, tout le monde peut le faire. Mais combien d'entre nous ont essayé de faire des propositions structurelles au gouvernement? Combien de cette jeunesse ont fait des propositions structurelles en matière d'économie ou de développement, en matière de finances à ce gouvernement? Je tiens d'abord à le dire que pour commencer, c'est vous qui êtes les gouvernants, ou c'est votre frère, c'est vous qui êtes les gouvernants. Et si vous n'aviez pas l'aptitude nécessaire de diriger une nation, n'acceptez pas le poste qu'on vous propose. Si vous n'aviez pas les capacités nécessaires pour pouvoir ramener le Togo dans une bonne dimension économique, sociale, financière, n'acceptez pas d'avoir le poste. Et des propositions pour restructurer notre économie, nous en avions fait tellement. Nous en avions beaucoup fait et jamais cela n'a été pris en compte. Et numéro 1, combien de jeunes Togolais peuvent faire des propositions structurelles pour que notre économie soit une économie beaucoup plus dynamique et qui sera prise en compte déjà numéro 1 par le gouvernement ou qui ne se retrouvera pas en prison? Parce que ce n'est pas la ligne éditoriale de M. Faure Gnassingbé et ce n'est pas ce que M. Faure Gnassingbé attend ni de ses ministres, ni de l'armée, ni de la jeunesse togolaise. M. Faure Gnassingbé a pour rôle, a pour idée, a pour rêve ultime de se maintenir au pouvoir, et tout ce qui ne va pas dans cette logique, il est en désintérêt total. Donc dire que la jeunesse n'a pas fait des projets structurels, c'est déjà un non-sens. Et pour encore dire, ce n'est pas à la jeunesse de faire des projets, de faire des propositions pour le gouvernement en place. Ce n'est pas un enfant qui vient montrer à son père comment on éduque un enfant. Ce n'est pas à la jeunesse togolaise de faire des projets pour aller le présenter au gouvernement en place. Et dire cela, c'est reconnaître l'incapacité et l'incompétence du régime en place à ne rien faire. Déjà dire que cette jeunesse n'arrive pas à faire des propositions structurelles en termes d'économie et de finances pour le gouvernement en place. Et c'est pour ça que le pays est comme ça, c'est de reconnaître que ce gouvernement, c'est de reconnaître que les autorités qui dirigent cette nation sont des autorités incompétentes. C'est reconnaître leur incompétence, c'est reconnaître qu'ils sont moins outillés pour la tâche qui leur normalement est incombée. C'est de reconnaître que c'est des gens qui n'ont aucune substance pour pouvoir développer cette nation. Et reconnaître cela, c'est de reconnaître que c'est des personnes incompétentes, c'est de reconnaître leur incompétence et reconnaître qu'ils ne doivent pas être à la place où ils doivent être. Et il faut dire aussi que dans cette interview, je n'ai pas eu le temps même de le suivre intégralement sur YouTube. J'en ai vu que certaines coupures sur TikTok. Déjà sur cette question que la jeunesse n'a pas fait des propositions. Déjà, numéro 1, vous reconnaissez que c'est des gens qui sont incapables. Numéro 2, vous reconnaissez, est-ce que c'est à cette jeunesse de faire des propositions
pour le gouvernement en place? Est-ce que c'est à cette jeunesse de venir maintenant apprendre au gouvernement comment faire leur travail? Est-ce que c'est ça? Moi, je ne pense pas. Et le frère de M. Trimua a dit encore dans la vidéo qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'hôtels, il y avait les Sarakawa, qu'il posait la question aux gens qui l'interviewaient, que comment ça se fait que les hôtels, les Palm Beach, tout ce qui existe au Togo aujourd'hui, existait avant 1990. Ça veut dire que cette jeunesse est devenue une jeunesse paresseuse. Déjà, je ne vais pas vous lancer insulter cette jeunesse parce que c'est vous qui aviez hypothéqué l'avenir de cette jeunesse depuis 20 ans. C'est le gouvernement en place qui a embrigadé la jeunesse togolaise dans un combat qui n'est pas le leur. C'est ce gouvernement en place qui a toujours étouffé ce peuple, qui a toujours étouffé cette jeunesse. Et cette jeunesse se bat énormément elle-même. Et cette jeunesse se bat elle-même. Cette jeunesse se bat tellement. Parce que nous avions dans un pays où l'on ne ressent même pas la présence de l'État. L'on ne ressent même pas la présence d'un organisme étatique dans le quotidien de nos concitoyens. L'État est complètement absent. Mais cette jeunesse arrive elle-même à s'en sortir. Cette jeunesse arrive elle-même à se battre. L'État n'a aucune proposition. L'État n'a aucun projet social. L'État n'a aucun projet de développement ni pour cette jeunesse, ni pour ce peuple. Donc, dire que cette jeunesse est une jeunesse paresseuse, c'est une hérésie et je ne pourrais pas vous laisser le dire. Je sais que vous êtes des gens qui aimez narguer le peuple. Même M. Trimua, votre grand frère, c'est quelqu'un qui aime tellement narguer les pauvres Togolais. Et vous-même, vous êtes dans cette même posture. Et alors que vous ne ressemblez à rien du tout, c'est tellement bas de faire des attaques physiques. Mais je tiens à le dire parce que des fois, il faut te regarder dans le miroir avant de sortir, vociférer, raconter des inepties. Pour insulter le peuple togolais, il faut se voir d'abord en premier. Je parle au frère de M. Trimua et notamment aussi à son grand frère. Quand vous ne ressemblez à rien du tout, mais ce n'est pas choquant parce que vous aviez le physique de vos idées. Dès qu'il y a un homme, il vient, il parle, on dirait un intellectuel, mais c'est ça. C'est ça les intellectuels tarés, les intellectuels nigauds que le régime essaie de propulser aujourd'hui, malheureusement. Et quand il dit que toutes les entreprises ont été créées avant 90, cela veut dire tout d'abord qu'après 90, il y a eu un échec littéral de la classe politique et même du gouvernement en place. Parce que c'est le gouvernement qui donne une vision et que le peuple suit. C'est le gouvernement qui donne le signal et le peuple aussi s'engage à les accompagner. Ce n'est pas le peuple qui commence, c'est le gouvernement souvent qui donne la vision que doit suivre le peuple. Et si depuis 90, aucun nouveau hôtel, aucune nouvelle entreprise, aucune nouvelle réforme, bonne réforme n'a été faite, ça veut dire que le gouvernement en place a été incapable de créer une atmosphère propice, 1, pour l'éclosion des entreprises, 2, pour accompagner les jeunes innovateurs, les jeunes intelligents, les jeunes qui avaient des projets, et voilà. Et vous-même, vous saviez ce que vous défendez, parce que si l'on se réfère quand même à l'histoire, et même jusqu'à présent, combien de riches déjà au Togo arrivent à être au Togo et vivre en paix? Nous avions eu même le cas de M. Emmanuel Adebayor. M. Emmanuel Adebayor, s'il n'avait pas joué au football, M. Emmanuel Adebayor, s'il n'était pas une star reconnue par la FIFA, ça faisait longtemps qu'il serait en prison. La preuve, pendant plusieurs années, M. Adebayor a pu fuir le Togo pour s'exiler au Ghana. C'est au Ghana qu'il gardait ses voitures, c'est au Ghana qu'il habitait pendant plusieurs années. Combien d'hommes d'affaires ce régime de M. Faure Gnassingbé et même de son père ont chassé en exil? Combien? On en a plein. Combien de Togolais sont des gens qui sont des hommes d'affaires imminents, prospères, qu'on peut encourager? Combien sont-ils à se retrouver aujourd'hui en exil? Vous voulez qu'on parle de M. Berté Angba qui a été chassé en exil jusqu'à en perdre la vie et que sa famille est arrêtée aujourd'hui parce que le monsieur a uniquement payé une Rolls-Royce? Le gouvernement de M. Faure Gnassingbé, tellement ils sont complexés, et M. Faure Gnassingbé aime s'entourer des gens justement comme M. Trimua, des gens qui ne ressemblent absolument à rien, des gens qui sont transparents physiquement. Il n'aime pas que quelqu'un lui fasse de l'ombre parce que monsieur, comment on l'appelle, Agba Bertin a ramené une voiture Rolls-Royce, mais le régime était chamboulé en ce moment-là. C'était une insulte vis-à-vis de M. Faure Gnassingbé. Comment quelqu'un peut concurrencer M. Faure Gnassingbé? Dans quel pays déjà
Dans quel pays où les hommes d'affaires sont tous chassés en exil? Dans quel pays où on ne permet pas de voir ses concitoyens hommes d'affaires réussir financièrement? Alors que nous savions que les hommes d'affaires nous aident beaucoup à résoudre les taux de chômage. Les hommes d'affaires nous aident beaucoup. Ils injectent beaucoup l'argent dans le circuit financier du pays. Au Togo, c'est là où le bas blesse. Hein. Si l'on dit que l'argent ne circule pas dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas l'éclosion. Nous n'arrivions pas à avoir des entreprises vraiment concurrentielles, des entreprises qui sont vraiment bien positionnées. Si ça ne les appartient pas à eux ou à leurs enfants, nous n'avions pas des gens qui arrivent à réussir vraiment dans le commerce ou dans des business sans être dérangés par le régime en place. Et regardez, parce que le monsieur a ramené une Rolls-Royce, on avait envoyé des gens de l'ANR dans sa maison, jusqu'à ce que, je me rappelle dans un direct de monsieur Ferdinand, où on disait qu'un policier dit, où est le clé de la voiture qui a les yeux comme ça, il parlait de la Rolls-Royce. Tellement les gens qui nous dirigent, ils ont une faible estime d'eux-mêmes, tellement des gens qui nous dirigent, ils n'arrivent pas à prendre la hauteur, à savoir que c'est eux les chefs d'État, que c'est eux les gouvernements, que c'est eux les gouvernants qui ne doivent pas avoir des complexes d'infériorité vis-à-vis des hommes d'affaires qui prospèrent dans le pays au lieu plutôt de les encourager. C'est comme ça que les autres pays font. Si vous voyez au Nigeria, M. Obasanjo, quand il est arrivé, il a décidé de propulser les hommes d'affaires. Et vous allez voir aujourd'hui, si les 10 les plus riches d'Afrique, 6 sont nigérians. Et à l'époque, tous les voyages que M. Obasanjo devait faire, il ramenait toujours les Dangote, les Adeleke, les Adenuga, tout ce qui était des hommes d'affaires. C'est M. Obasanjo qui avait présenté Dangote à Bill Gates à l'époque et il continue de faire des affaires aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Nigeria est plein de millionnaires et de milliardaires et ces personnes qui ont leurs entreprises aident quand même à avoir des emplois directs, aident quand même à lutter contre le taux de chômage. Ils payent des impôts, leur argent arrive à tourner dans le pays et c'est comme ça que l'effort financier, c'est comme ça qu'un pays arrive à se développer et que l'argent se permet de circuler dans le pays. Mais au Togo, il n'y a pas ça. Regardez notre frère même Baba Sandisco, qui est parti financer le président aujourd'hui du Ghana, qui est aujourd'hui son conseiller, mais ce même Baba Sandisco, parce qu'il commençait pas à prospérer à un moment au Togo, a été chassé en exil. Combien d'hommes d'affaires, les Kokugato, combien d'hommes d'affaires, pour leur tuer, on commence déjà par refaire des structures assez bidons, des calculs bidons avec l'OTR, où on les impose, on leur demande de payer des impôts de milliards et des milliards d'impôts, ce qu'ils ne peuvent pas, et après on décide de fermer leurs entreprises et on les chasse en exil. C'est pour cela aujourd'hui, combien de Togolais l'on reconnaît, qui ont fait des affaires, qui peuvent se présenter aujourd'hui comme des gens qui ont vraiment réussi dans des affaires, qui sont même des millionnaires en dollars. Tous les Togolais qui ont ça, tous les Togolais qui ont réussi, préfèrent construire leur maison soit au Bénin, soit au Ghana, soit en Côte d'Ivoire. Même s'ils prennent leur jet privé, ils sont obligés d'atterrir dans d'autres pays parce que M. Faure Gnassingbé, c'est une personne jalouse, c'est une personne qui a un faible esprit. C'est pour ça qu'il aime bien s'entourer des personnes comme les Ouattara, des personnes comme les Trimua, des personnes comme, voilà, des gens qui n'ont rien. Des gens qui sont flasques, c'est ça qu'il aime. Donc, M. Atyur Trimua, si depuis 90, on n'a pas eu l'éclosion de nouvelles entreprises, on n'a pas eu des hôtels, on n'a pas eu des choses flamboyantes qui sont sorties, revoyez d'abord votre gouvernance. Sachez vous-même que vous n'aviez pas créé une atmosphère propice pour l'éclosion pour l'éclosion des entreprises. Sachez très bien que vous n'avez pas créé une bonne atmosphère pour l'inclusion financière. C'est ça qui est le problème. Au lieu de toujours venir insulter cette jeunesse, la jeunesse togolaise est obligée de voyager aujourd'hui pour rêver. La jeunesse togolaise, toute la jeunesse togolaise aujourd'hui ne pense qu'au voyage, ne pense qu'à avoir son visa, quitter ce pays, parce que c'est quand vous quittez ce pays que vous pourriez rêver, que vous pourriez aspirer, que vous pourriez commencer par projeter vraiment votre vie. On dirait que quand vous êtes au Togo, ce pays vous embrigaде, ce pays vous ferme, ce pays vous emprisonne, ce pays vous limite. Et le gouvernement fait tout pour maintenir les Togolais dans une certaine pauvreté, afin qu'ils soient toujours dépendants d'eux. Et quand M. Faure Gnassingbé, selon son bon vouloir, peut sortir quelques militaires, soi-disant des militaires médecins, aller dire que M. Faure Gnassingbé a décidé de faire des opérations gratuitement aux Togolais. On ne sait pas si c'est des gens qui ont été formés vraiment à la chirurgie. On ne sait pas comment ils arrivent à se débrouiller. C'est pour toujours asservir le peuple togolais. Donc, M. Trimua
votre interview. Fallait pas le faire. Moi, j'aimerais tellement avoir des débats avec des gens qui sont des soi-disant porte-parole de ce soi-disant gouvernement aujourd'hui. J'aimerais bien avoir un débat avec eux, pas au Togo, bien sûr, que ce soit même en Europe ou même une chaîne africaine, mais pas bien sûr au Togo, ni dans les pays de l'AES. Il faut quand même être raisonnable. Donc voilà, monsieur Arthur Trimouya, vous avez quand même raconté tout un tas d'inepties dans votre vidéo, dans votre interview, et ça montre encore les frasques, les vraies frasques, et ça montre les gens que ce système aime. Des soi-disant intellectuels qui viennent et qui racontent des choses complètement confuses, que personne n'arrive pas à comprendre et que eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre aussi. Donc, monsieur Trimouya, Arthur Trimouya, j'espère que vous allez assez rapidement vous ressaisir. Déjà que votre frère a été éjecté aussi du gouvernement, que cela vous interpelle assez rapidement, vous canalisez, vous restructurez, et c'est préférable de se taire. C'est préférable de ne pas se prononcer sur ce genre de sujet que vous ne maîtrisez pas souvent. Donc voilà, là j'ai fini assez rapidement la partie de M. Trimouya. Nous allons parler des ministères maintenant. Nous avions été tous stupéfaits par le nouveau gouvernement de M. Faure Gnassingbé, un gouvernement dans lequel on avait eu à faire déjà des propositions à l'époque où on disait que 35 ministères pour un pays comme le Togo c'était trop, et que des ministères comme le ministère du désenclenchement, les ministères de l'eau, que c'était honteux. Ils l'ont écouté, ils l'ont enlevé, ils sont passés de 35 ministères à uniquement 30 ministères. Ils ont dupliqué encore des ministères, ils ont créé des grands mots pour essayer de les incorporer à ces genres de ministères, pour faire croire au peuple togolais comme si c'était quelque chose de tellement important que les Togolais pensent que ces ministères, voilà. Excusez-moi, je vais voir assez rapidement. Il y a certains noms. Quand ils parlent par exemple du ministère du développement à la base de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, depuis quand je ne comprends pas. Ministère de l'économie et de la veille stratégique. Je ne sais pas c'est quoi la veille stratégique. Je ne sais pas quelle stratégie ils ont encore besoin dans cette nation. Déjà, vous avez fait 20 ans. Vous avez littéralement échoué sur les 20 ans. Votre 20 ans est passé comme 20 jours. Je ne sais pas de quelle stratégie vous parlez. Si vous aviez quand même une certaine intelligence pour avoir une certaine stratégie pour développer le pays, les gens comme les Patrice Talon peuvent parler de stratégie parce que c'est des stratèges qui sont arrivés à la tête de l'État et qui ont ramené le Bénin aujourd'hui dans la dimension dans laquelle le Bénin se trouve. Des pays comme la Côte d'Ivoire, les Ouattara peuvent parler aujourd'hui de stratégie parce que c'est des gens qui sont arrivés quand même avec des réformes pour développer leur nation, mais que le Togo aussi parle de stratégie. Bon, je ne sais pas si on a une même définition de la stratégie, mais bon, le ministère de la Sécurité, de la solidarité, du genre, de la famille, du genre. De quel genre? En fait, je suis en complet déphasage avec ce régime. Franchement, ce ministère délégué, on a tellement de ministères délégués que c'est trop. Ministère des Affaires étrangères, ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique. Bon, vous parlez de transformation numérique alors que le Togo, l'Internet a été restant pendant 3 ou 4 mois au pays. Mais vous osez parler de numérique au Togo. Vous avez même un ministère de la communication, vous avez un ministère pour cela, alors que le Togo s'est vu restreindre. Les jeunes Togolais se sont vus amputer de la connexion Internet pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils trouvent bon, ils jugent bon de libérer cette connexion. Et quand le frère de M. Trimouya nous demande que cette jeunesse n'arrive pas à faire des propositions structurelles au gouvernement en termes d'économie, et qui, bon, déjà dire que cette jeunesse, attendre cette jeunesse, comme si c'est à cette jeunesse de faire ce genre de réforme pour venir vous les présenter. Si vous-même vous reconnaissez aujourd'hui que vous êtes en déphasage, coupez cette partie. Si vous-même vous attendez de cette jeunesse, vous attendez des propositions de cette jeunesse, vous reconnaissez que vous n'aviez plus l'aptitude nécessaire, vous n'aviez plus l'intelligence nécessaire de développer ce pays, de favoriser l'inclusion financière au sein de notre nation, et que c'est cette jeunesse, c'est les propositions de cette jeunesse que vous attendez, mais il serait préférable de laisser plutôt la place à cette jeunesse et que cette jeunesse vienne travailler. Il serait préférable de laisser cette jeunesse venir, reprendre les rênes et le commandement du pays et conduire le pays à bon port. Donc, en fait, dans votre sortie, vous aviez incriminé plus le régime qu'autre chose. Mais ce n'est pas vous, monsieur Arthur Trimouya, parce que comme je l'ai dit,
auparavant, c'est le règne de M. Faure Gnassingbé qui est difficilement défendable ou impossiblement défendable. Vous pourriez prendre les meilleurs avocats de ce monde, vous pourriez prendre même les inspecteurs, les meilleurs avocats qu'ils soient dans ce monde, ils ne peuvent pas défendre le règne de M. Faure Gnassingbé, parce que défendre M. Faure Gnassingbé, c'est défendre la bassesse, c'est défendre une hérésie, c'est défendre quelque chose d'indéfendable. Et pour des propositions, moi j'en ai fait, parce que pour un petit pays comme le Togo, 35 ministères, 30 ministères aujourd'hui, c'est quand même trop. Et moi je vais vous lire les propositions que j'ai faites en termes de ministères aujourd'hui. Moi, pour ma part, je pense que avoir juste ministère des Affaires étrangères et des Togolais de la diaspora, c'était très important, parce qu'aujourd'hui la diaspora représente plus de 30% de la richesse nationale aujourd'hui du pays. Les efforts de cette diaspora représentent plus de 30% de l'économie togolaise aujourd'hui. Donc normalement, le ministère des Affaires étrangères doit avoir aussi un compartiment pour les Togolais de la diaspora. C'est très très important. Et même pour les Togolais de la diaspora qui soutiennent leur famille, qui envoient de l'argent, qui sont en train de leur construire leur maison, qui font des projets sociaux, Il y a beaucoup de gens de la diaspora, quand ils rentrent dans leur village, ils essaient d'électrifier, ils essaient de ramener du forage, ils essaient de ramener de l'eau, de ramener de l'électricité. C'est des personnes, on devait avoir un ministère pour pouvoir bien les accompagner. Ça, c'est très très important. Parce que le poids de cette diaspora aujourd'hui est tellement important et que cette diaspora devait être normalement beaucoup plus suivie. Il devait avoir vraiment un suivi étatique vis-à-vis de cette diaspora aussi, pour que cette diaspora continue ce qu'ils sont en train de faire, afin de pouvoir nous aider à relever l'économie togolaise. Nous devons, ministère de l'Intérieur, deuxième ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Troisième ministère, ministère de la Santé. Quatrième ministère, ministère du Travail, de l'Emploi des Jeunes, de la structuration et de la restructuration du secteur informel. Quatrième ministère, ministère de l'Éducation nationale. Cinquième ministère, ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la protection côtière, de l'environnement et des ressources forestières. On condense tous ces ministères pour en faire un. Le pays n'est pas vaste. On n'a qu'un petit pays de 56 600 km². Normalement, on devait condenser les ministères. Cela nous amènera à faire beaucoup d'économies. Septième ministère, ministère de la jeunesse, des loisirs, du sport et de l'enfance et des droits de la femme. Normalement, ce ministère, c'est un ministère qui devait être incombé directement à une première dame. Parce que pour des pays qui veulent faire des économies, ce ministère, on ne crée pas forcément un portefeuille ministériel, mais ce rôle est joué par la première dame. Mais vu qu'au Togo, on n'a pas de première dame, on a une quarantaine de premières dames, et que même ces 40 femmes qui doivent normalement impacter le quotidien des Togolais n'arrivent même pas à le faire, on peut le créer parce que c'est très très important. Ministère de la Justice, ministère de l'Économie, des Finances, de la promotion de l'investissement et de l'économie numérique. On condense ces ministères pour en faire un, le ministère de la Communication et le ministère de la Décentralisation, des Travaux publics et de l'Urbanisation, qui s'occupera de tout ce qui est titre foncier, de tout ce qui est cadastre, de tout ce qui est, les travaux publics et tout ça. Ça fait 12 ministères. Je vais le relire. Ministère des Affaires étrangères, des Togolais de la diaspora. Ministère de l'Intérieur, 3. Ministère de la Santé et de l'accès universel aux soins. Ministère du Travail, de l'Emploi des Jeunes et de la restructuration du secteur informel. 4. Ministère de l'Éducation nationale. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de la Protection côtière, de l'Environnement et de la Ressource forestière. Ministère de la Jeunesse, des Loisirs et du Sport. Ministère de l'Action sociale, de la protection de l'enfance et des droits de la femme. Ministère de la Justice, ministère de l'Économie et des Finances et de la promotion de l'investissement et de l'économie numérique. Ministère de la Communication, ministère de la Décentralisation et des travaux publics et de l'Urbanisation. Ça fait 12 ministères. Et ces 12 ministères, on pourrait avoir encore 3 ministères de plus qui seront des ministères délégués. Et chacun des ministères délégués arrivera à couvrir quand même 4 ministères. Ça veut dire que les 3 ministères délégués couvriront chacun 4 ministères pour que ces ministères puissent bien travailler. Cela sera uniquement 15 ministères. Parce qu'aujourd'hui, avoir encore 30 ministères au Togo, pour un pays aussi fragile économiquement, pour un pays aussi en lambeaux en tout ce qui concerne l'économie, pour un pays surtout qui vient de recevoir, qui vient de subir des réformes du FMI, dans lequel le FMI nous appelait le gouvernement togolais à augmenter le prix des services de base, à augmenter le prix de l'électricité, les frais des douanes, à augmenter les prix, même les prix
dans les hôpitaux vont augmenter, à augmenter le prix de l'eau, le prix de l'internet va augmenter. En fait, je pense aujourd'hui qu'au lieu de faire des économies concernant nos ministères, parce que passer de 30 ministères aujourd'hui à ces propositions que je viens de faire, vous voyez, les ministères que je viens de vous lister, j'ai énuméré que 12 ministères. Et dites-moi s'il y a quelque chose qui manque, peuple togolais. Ce que nous avions fait, ce que cette jeunesse est capable de faire en 5 minutes, le gouvernement de M. Faure Gnassingbé a pris plus de 4-5 mois pour pouvoir le faire. C'est quand même désolant. Et même pour le faire, le ministère de la Défense est rattaché directement à la présidence, on s'en fout, il peut le garder. Il peut le garder. M. Faure Gnassingbé a pris plus de 5 mois pour cela. Pour un pays aussi fragile économiquement, avoir 15 ministères de moins, peuple togolais, un seul ministère fait dépenser au pays plus de 10 milliards de francs CFA. Parce qu'il faut construire des locaux pour les locaux de ces ministères. Il faut avoir des voitures de fonction, il faut avoir des ministres, il faut avoir des conseillers des ministres, il faut avoir des directeurs de cabinet, eux-mêmes ils doivent voler. Tout cela, pour faire fonctionner un ministère, on a besoin de minimum 10 milliards. Imaginons 10 milliards par an, fois 15, parce que nous arrivons quand même à réduire 15 ministères. Cela nous aide à avoir combien? 15 fois 10 milliards. 150 milliards de francs CFA d'économies que nous pouvons faire par an. Mais non, M. Faure Gnassingbé, il doit placer tout le monde. Mais non, M. Faure Gnassingbé, il doit créer d'autres portefeuilles. Il doit avoir des gros mots pour caser tout le monde. Ah, telle personne m'a aidé. Telle personne est là dans le gouvernement depuis. Parce qu'il faut caser tout le monde. Et ça devient une embrouillamini totale. Et vous avez gagné pour bidon les gens sur les ouéouans. Ça devient une embrouillamini totale. Pour un pays aussi en lambeau économiquement. Pour un pays qui vient d'avoir un audit du FMI, un audit gouvernemental profond du FMI, jamais réalisé au monde. C'est le Togo qui a été le premier pays qui a été victime de cela. Pour un pays aussi fragile économiquement, il faut encore taper dans la poche du pauvre concitoyen. Au lieu de prendre des réformes structurelles, de prendre des réformes étatiques pour faire des économies et commencer par payer les dettes, non, le gouvernement, ceux qui bouffent l'argent du pays, ceux qui sont à la tête du pays, ceux qui ont ramené le Togo dans une telle décadence, ceux qui ont ramené le pays à ce que le pays puisse sombrer aujourd'hui de la sorte, ces mêmes personnes sont reconduites à la tête des ministères pour qu'ils continuent de voler. Mais dans le même moment, toutes les dettes que l'État togolais a contractées, c'est toujours le peuple qui doit payer. Pourquoi peuple togolais? Ce gouvernement ne pourra pas réduire les ministères, réduire le nombre des députés, et cela nous aidera quand même à commencer par payer nos dettes, à relancer nos économies. Non, cela ils ne veulent pas le faire. Ils préfèrent maintenir ces voleurs, ils préfèrent maintenir ceux qui ont toujours pillé l'argent du pays, ils préfèrent s'entourer toujours de ceux qui, à la tête de l'État, ceux qui ont vraiment instauré cette gabegie financière à la tête de l'État, ils préfèrent encore s'entourer de ces gens-là, mais non, il faut toujours taper sur le pauvre Togolais. Mais quand les filles doivent garoua, bagarder au ministère, mais il faut que les manquer, et il faut que les midou, il fait mi va benade, Togoto, et fait comme il doit être bon, les kénois les loufi mi tchababa. Mila dagale zotidi, mila dagale sitidi, mila dagale atikeodi, mila dagale péage di, mila dagale frais de douane di, mila dagale nourrique di, vano dagale nouondia, et du me vieux ya tout fait en sonde, et du me vieux ya affecté son, au lieu que on a réduire le ministère, au lieu de réduire les dépenses du pays, pour redynamiser quand même l'économie nationale. Il est Togo vieux non, il préfère toujours ce au préféré ou à basso à me coller figouabe gao ko milliards d'épuisants mais ko figouabe gao vers pour les paradis fiscaux que me connaît valénéa gouvernement va préférer ba meone ba no funu et ba préférer be ba son ministère ba son amour ou ba les créer ministère ou ba son les nao il fait fin que mi doit Togo, c'est le pauvre Togolais. Togo toque les doyas. Yebe gome o diagbava. Vitu kwike et que on les sounet Togo to les nourute tewa. Et yeke gouvernement. Yebe gome gouvernement ba java faux.
Déjà, c'est inconcevable ce que nous vivons au Togo. Pour recharger le gaz, le gaz que l'on recharge au Togo à 6 000 francs, au Burkina c'est 2 000 francs. Pour que vous compreniez comment l'État togolais a toujours étouffé le peuple togolais. Ce que le Burkinabé paye à 2 000 francs, la bouteille de gaz qu'il recharge à 2 000 francs, au Togo c'est 6 000 francs. La plaque de moto que les Béninois arrivaient à faire à l'époque à 18 000, je ne sais pas c'est combien à l'époque au Bénin, au Togo c'était 53 000. Tellement ces gens-là, ils ont volé. Mais l'argent du port, on ne sait pas là où ça part. L'argent de Wassem, l'argent de Sim Togo, l'argent de la SNPT, l'argent produit par nos matières premières, l'argent de l'or de Bandieli, l'argent du fer, on ne sait pas où tout cet argent va. Mao, même si vous volez au moins au sommet de l'État, mais laissez le pauvre Togolais au moins vivre. Mais non, tellement ils sont cyniques, tellement c'est des personnes méphistophéliques, des personnes démoniaques, des diables incarnés. Ils volent à la tête de l'État. Même le peu qui doit rester au Togolais, ils doivent encore venir, ils doivent encore tout faire pour pouvoir le prendre. Tellement ils ont un mépris, extrême pour le peuple togolais que moi je ne comprends pas. L'État est incapable de couvrir le simple Lomé en matière d'eau. Mais quand le colonel Yarka a été nommé ministre de l'eau, pendant que la TDE a littéralement échoué dans un pays normalement bien structuré, ce n'est pas à la population de créer leur forage. Hein. Ce n'est pas normalement à la population de créer leur forage. C'est l'État avec des châteaux d'eau qui arrive à couvrir tout le pays afin que le pays puisse avoir de l'eau potable. Et l'État a quand même un contrôle là-dessus. L'État sait qu'il produit, qu'il arrive à donner à ses concitoyens de l'eau qui est quand même potable. Mais peuple togolais, au Togo, même le simple Lomé, la TDE est incapable de le couvrir. On a énormément de zones aujourd'hui à Lomé où la TDE est incapable de couvrir. Mais quand le colonel Yaka est arrivé, c'est quoi la première résolution qu'il a prise? C'est de commencer par taxer le pauvre Togolais qui fait même avec ses propres moyens, là où l'État a littéralement échoué, le pauvre Togolais avec ses propres moyens qui arrive à faire du forage dans sa maison, c'est cela que le ministre de l'eau, déjà ce ministère n'a jamais existé nulle part, il n'y a qu'au Togo que vous pourriez voir ces nigauderies et ces idioties extrêmes, ces idioties, ces balourdises. Vous ne pourriez que les voir au Togo, ministère de l'eau, pendant que l'État a littéralement échoué. Le pauvre Togolais qui arrive quand même à avoir son forage, le gouvernement veut tout faire pour encore l'imposer, pour qu'ils payent à l'État. Heureusement qu'on a crié sur eux, que ça devenait une honte et ils ont rapidement arrêté. Pour comprendre la philosophie des gens qui nous dirigent, l'argent que M. Faure Gnassingbé a volé, vous saviez, la fortune personnelle de M. Faure Gnassingbé est de 8 000 milliards de francs CFA. 8 000 milliards de francs CFA, c'est 4 fois le budget national par an. Ça veut dire que le Faure Gnassingbé est riche que le Togo 4 fois. La fortune personnelle de M. Faure Gnassingbé est connue, est plus importante 4 fois plus que la richesse du Togo. La fortune personnelle de M. Faure Gnassingbé est 2 fois la dette internationale que le Togo a. Mais c'est inconcevable. Aucun pays n'a atteint ce niveau de corruption. Faure Gnassingbé, c'est le seul président aujourd'hui. S'il y a 10 000 dans le trésor public, s'il a 10 000 dans la caisse de l'État, il est capable de prendre 9 500, il s'en fout, il veut rendre du compte à personne, mais il va partir. Il va partir. Peuple togolais, actuellement, trop c'est trop. Ce gouvernement a tellement hypothéqué l'avenir des jeunes Togolais. Ce gouvernement a tellement fait du mal au peuple togolais. Ce gouvernement a tellement détruit la jeunesse du peuple togolais parce que quand M. Faure Gnassingbé était arrivé en 2005, malgré tous les bains de sang, malgré tout l'ignominie qu'il a pu traverser avant d'atteindre la magistrature suprême, les Togolais arrivaient quand même à se rassurer et à s'encourager sur une chose. Au moins, M. Faure Gnassingbé est jeune. Au moins, il comprendra les aspirations de la jeunesse. Vu qu'il est jeune, vu qu'il a étudié aux États-Unis, vu que son père peut-être c'est un analphabète et que lui, soi-disant, il a été économiste
aux États-Unis d'Amérique, bon, quelqu'un qui a déjà été aux États-Unis d'Amérique, qui n'arrive pas à aligner une phrase en anglais qui dit to be, to access, to available, to be, to access, to available, déjà vous comprenez que c'est une personne qui n'a pas ni étudié l'économie, parce que s'il avait étudié vraiment l'économie, le pays ne serait pas aussi en lambeaux économiquement. Et si c'était un président qui a vraiment été aux États-Unis, bah, il n'allait pas nous sortir ce genre de phrase. Mais bon, bref. Beaucoup de personnes s'étaient rassurées en disant que Faure Gnassingbé, les jeunes, il comprendra la jeunesse. Mais ceux qui avaient 20 ans avant que M. Faure Gnassingbé n'atteigne la magistrature suprême ont aujourd'hui 40 ans. Les enfants qui avaient 5 ans à l'époque où M. Faure Gnassingbé venait d'arriver au pouvoir, ils ont 25 ans aujourd'hui, sans que rien ne se passe au Togo. Mais quand je vous dis que ce régime a volé 20 ans de nos vies, quand je vous dis que ce régime nous a tellement tellement ramené dans un cataclysme que l'on ne peut pas expliquer, vous voyez que c'est vrai. Les Togolais qui avaient 10 ans avant l'arrivée de M. Faure Gnassingbé ont aujourd'hui 30 ans. Et c'est des Togolais qui continuent de végéter. C'est des Togolais qui voient toujours leur avenir être hypothéqué. 20 ans pour développer une nation, c'est trop. Et ce même Faure Gnassingbé essaie de nous dire on nous dit encore qu'on doit lui laisser du temps. Mais si quelqu'un en 20 ans n'a absolument rien fait, les Togolais ont vu 20 ans de leur vie, 20 ans de leur vie être volés comme ça. Et on nous dit encore qu'il faut laisser du temps à M. Faure Gnassingbé. On nous dit, écrivez Good Life aussi, on nous dit quand même qu'il faut faire confiance encore à Faure Gnassingbé. Ah bon? En 10 ans, on a pu voir ce que Talon a pu faire au Bénin. Comparaison n'est pas raison, mais aujourd'hui, comparaison est une raison. Ce que Patrice Talon a fait en 10 ans au Bénin, mais M. Faure Gnassingbé n'a pas fait le quart au Togo en 20 ans. Donc comment on peut faire encore confiance à ce type? Alassane Ouattara, ce qu'il a fait en 15 ans, mais M. Faure Gnassingbé n'a pas pu le faire en 10 ans, en 20 ans. 20 ans, c'est énorme. Si vous ne vous remplissez pas de révolte, si vous n'aviez pas mal, si vous ne vous leviez pas, peuple togolais, sachez que 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, c'est toute une vie qui se joue. Ceux qui ont 20 ans avant l'arrivée de M. Faure Gnassingbé, qui espéraient en lui, qui espéraient faire des affaires et prospérer, ils ont aujourd'hui 40 ans. Et c'est même, ils ont des enfants aujourd'hui qui commencent pas à grandir et qui grandissent dans cette même situation. Ce qu'ils ont vécu, il ne faut que projeter leurs enfants. Quand ils voient leurs enfants aujourd'hui, leurs enfants ne projettent que la même chose. La même souffrance, la même dictature, la même barbarie, la même gabegie au sommet de l'État, la même corruption extrême, la même injustice sociale. Ceux qui étaient jeunes avant l'arrivée de M. Faure Gnassingbé, ils sont en train de voir leurs enfants vivre et être condamnés aux mêmes choses. Vous qui avez 20 ans, avant l'arrivée de M. Faure Gnassingbé, vous êtes beaucoup aujourd'hui, vos enfants ont 15 ans. Vos enfants commencent par intégrer le lycée. Bientôt, vos enfants vont avoir le bac. Et ils rentreront dans la vie active. Quand vous-même, vous voyez l'atmosphère au pays, est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous voyez vos enfants grandir dans ce genre de conditions? Est-ce que vous pourrez espérer que vos enfants réussiront dans un pays comme ça? Cela doit vous révolter, peuple togolais. Cela doit vous révolter au point, peuple togolais. Mais ce qui est désolant aussi vis-à-vis de mon peuple, j'ai été choqué la dernière fois de voir un live où il y avait plus de 3000 personnes, où il y avait une femme qui était soi-disant prêtresse vaudou, qu'on appelait Mianon, et c'est là où les Togolais étaient partis se rassembler, jusqu'à 3000 personnes. Vous aimez tellement le divertissement, tellement ce gouvernement vous a étouffé de telle manière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais ce peuple aussi est problématique. On peut comprendre que vous aviez peur. Mais si c'est là où il y a le divertissement, c'est là où on doit vous trouver, c'est que vous-même, non. Mais quelqu'un qui a pris 20 ans de vos vies, son père a pris 38 ans, lui-même il a pris 20 ans. Ceux qui avaient 10 ans avant que M. Faure Gnassingbé n'arrive, ils ont 30 ans aujourd'hui. Leurs enfants commencent par avoir le CEPD et commencent par aller au collège. Dans 5 ans, 6 ans, dans 5-6 ans, leurs enfants iront à l'université bientôt. Déjà, dans quelle université ces enfants étudieront? Déjà inexistant. Quelle atmosphère propice pour que vos enfants puissent réussir dans ce pays? Aujourd'hui, le Togo présente des caractéristiques d'un pays qui a connu des décennies de guerre civile. Aujourd'hui, vous partez même au Libéria. Le Libéria qui a connu une guerre civile, mais effroyable. Avec depuis Samuel Doe, Prince Johnson, Charles Taylor et tout le reste. Le Libéria aujourd'hui présente une atmosphère économique, présente quand même
des caractéristiques d'un pays beaucoup plus rassurant et beaucoup plus inspirant que le Togo. La Sierra Leone qui a connu plus de 20 ans de guerre civile avec les Fodé Sanko depuis le gouvernement de Sylvester. C'est tout ce qu'ils savent faire. Alors qu'on parle de l'avenir du peuple togolais, c'est les Togolais même qui sont payés aujourd'hui pour faire ce sale boulot. Et si le Togo était un pays rassurant, si le Togo était un pays dans lequel il y avait des capacités de réussite, si le Togo était un pays dans lequel nous avions encore espoir, ce n'est pas au gouvernement de vous payer pour que vous fassiez cette bassesse, que vous fassiez aujourd'hui l'ignominie dans laquelle vous vous trouvez. Vous deviez être des hommes d'affaires, vous deviez avoir votre travail, vous ne deviez pas être connecté en ce moment en train de me signaler, non. C'est ce que ce gouvernement veut justement. Appauvrir le peuple. Comme ça, quand on vous propose des miettes comme des moutons, vous les embrassez. Comme ça, pour 20 000 francs, une personne peut vendre son âme au diable. Comme ça, si on propose 20 000 francs à une milice armée qui a été légalisée aujourd'hui comme la sentinelle de la République, on propose 20 000 aux miliciens qui se permettent de taper des Togolais jusqu'à ce qu'ils n'en perdent la vie. Ça a été bien préparé, bien pensé, ce que ce gouvernement est en train de faire. Donc 20 ans qui a été prise dans nos vies, ce n'est pas 20 jours. Mais quand même, c'est désolant. Parce que comme moi aussi, parce que autant il faut critiquer ce gouvernement, autant il faut savoir dire aussi à ce peuple là où il est en train de faillir. Parce que c'est inconcevable. L'on peut dire que vous aviez peur. Ok, vous ne vouliez pas sortir. Ok, vous ne vouliez pas réclamer ce que vous méritez. Mais pourquoi on vous voit toujours traîner dans le divertissement un peu plus togolais? Comment ça se fait que vous êtes 3000 personnes, 3500 personnes à être connectées sous le live d'une soi-disant prêtresse vaudou qui est en train de faire de la blague, qui est en train de faire du divertissement? Comment l'on peut vous retrouver jusqu'à 3000 francs là, jusqu'à 3000 personnes connectées là-bas, alors que nous sommes en train de traverser, alors que dans le même moment, les Malgaches, la Gen Z malgache est en train de libérer son pays. Alors que dans le même moment, les Népalais viennent de libérer leur pays. Pendant ce moment, nous, la jeunesse togolaise, qui souffrons plus que cette jeunesse, nous, Togolais, qui souffrons plus que les Malgaches, qui souffrons plus que les Népalais, on nous retrouve sur des lives, être connectés jusqu'à des 3000 personnes sur un live de divertissement. Mais cette jeunesse aussi, qu'est-ce qui vous arrive? Autant il faut taper sur le gouvernement, autant il faut mettre en lumière leur décadence, autant aussi il faut dire à cette jeunesse aussi que cette jeunesse doit se réveiller et être consciente des engagements auxquels elle doit être normalement confrontée. Parce que vous commencez par décevoir aussi à un moment. Que vous ne sortez pas, on peut comprendre. Que vous aviez peur, on peut comprendre. Mais que vous traînez dans des lives, que vous traînez encore dans le divertissement, c'est que vous-même, vous ne souffrez pas. C'est que c'est nous, on vient... c'est que c'est nous on vient et qu'on se permet de risquer notre vie parce que ne pensez pas que nous qui sommes dans la diaspora, qui faisons cela, qui faisons ce combat, ne pensez pas. Aujourd'hui, moi aujourd'hui, je peux dire que j'ai perdu tous mes amis. J'ai perdu tous mes amis et même, je n'ai plus confiance en personne. Je vis dans une paranoïa parce que je ne sais pas d'où est-ce que le coup va venir. Ils sont capables de... Même notre vie ici est une vie menacée. Et ceux qui disent, oui, revenez au pays avant que l'on fasse des marches, revenez au pays avant que l'on... revenez au pays aujourd'hui, pour être devant, mais vous pensez que nous qui sommes ici, nous qui nous tenons devant aujourd'hui pour parler, vous pensez honnêtement que nous, notre vie n'est pas en danger ici? Et vous pensez que nous, on n'a jamais été au Togo? Nous qui sommes aujourd'hui, même en dehors du territoire national, qui parlons, qui dénonçons, vous pensez que nous, si on était sur place, on n'allait pas sortir? Vous pensez que nous, on n'a jamais été au Togo? Vous pensez que nous sommes nés en Europe ou aux États-Unis, que nous, on n'a jamais connu au Togo? Vous pensez qu'on n'a jamais participé à des marches pour la libération de notre nation au Togo? J'ai toujours été présent. Vous pensez que moi, à l'université de Lomé, je me taisais face à l'injustice, je ne sortais pas pour manifester? Vous pensez qu'en 2017, nous, ceux qui étaient restés au Togo n'étaient pas sortis pour revendiquer leurs droits? Ou vous pensez que nous, on est juste dans nos pays, on est juste dans nos chambres, on est juste dans nos maisons, dans nos salons, on se permet de poser la caméra et de parler? Vous ne savez pas que nos vies sont menacées? Vous ne savez pas que beaucoup de personnes sont dans ce combat, qui sont aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, qui ont même des maisons qu'ils ont construites au Togo et qui ne peuvent même plus rentrer. Des gens qui ont perdu des centaines de millions d'investissements au pays parce qu'ils ne peuvent plus rentrer. Vous savez quel sacrifice nous aussi on est en train de faire? Vous pensez que Amron qui est au Togo, est-ce que Amron c'est un extraterrestre avant de faire ce qu'il est en train de faire? Madame Nyakadé qui est en train de faire ce qu'elle est en train de faire? Vous pensez que les Népalais, les Malgaches, ils ont dit
que les malgaches de la diaspora rentrent avant qu'ils fassent leur révolution. Non. En fait, vous êtes toujours dans des faux débats et vous délocalisez toujours le problème. En fait, la dictature a tellement abruti à un moment le peuple togolais, alors une partie de la jeunesse togolaise, que ça devient sidérant. Vous pensez que les malgaches, ils ont commencé par dire non, on attend les malgaches de l'extérieur. Mais en fait, si vous êtes dans des faux combats, si vous êtes dans une hérésie, si vous êtes dans des élucubrations pareilles, on ne peut pas avoir la libération. On ne peut pas avoir la libération. Autant il faut taper sur le gouvernement, mais autant il faut dire aussi à ce peuple, et moi je vais le dire, je ne veux pas de votre amour. Moi, ce qui m'importe le plus, je ne veux pas de l'amour du Togolais. Je veux que le Togolais soit libre. Je veux que tous les Togolais puissent avoir les mêmes chances de réussite. Je veux que vos enfants puissent aller dans les meilleures écoles. Je veux que dans les salles de classe de vos enfants, qu'ils ne soient pas une centaine. Je veux qu'au Togo, quand vous tombiez malade, quand vous alliez à l'hôpital, que vous soyez traités dans des meilleures conditions qu'ils soient. Pas uniquement eux, quand ils tombent malades, ils prennent les avions, ils viennent ici en Europe pour se soigner humainement. Que vous aussi, même si vous êtes sur place, d'avoir des hôpitaux dignes de ce nom, pour que vous soyez traités le plus humainement possible, qu'il y ait quand même une certaine justice sociale, pour que ce n'est pas parce qu'une personne uniquement est riche qui peut se permettre d'envoyer les gens en prison, qu'il y ait quand même une justice sociale, que tous les Togolais puissent avoir les mêmes chances de réussite, que tous les Togolais commencent sur un même pied d'égalité, que les Togolais puissent avoir la même chance de réussite. C'est ce que moi je veux pour vous. Je ne veux pas de votre amour. Je veux que vous soyez traités humainement. Je ne veux pas que vous existez. Je veux aussi que vous vivez. Sinon, ceux qui sont dans la diaspora, ils vivent leur vie tranquillement. Ils peuvent être à la diaspora, ils peuvent être dans la diaspora, faire leur vie. Vous pensez que c'est parce que les gens qui sont dans la diaspora n'ont rien à faire et qu'ils viennent, ils mobilisent le peuple, ils viennent, je viens de rentrer du travail, je suis obligé d'allumer un direct. Vous pensez que les autres, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils font ce qu'ils sont en train de faire? Non, c'est parce que notre cœur saigne. C'est parce que nous avions vu comment dans d'autres pays, les concitoyens de ces pays sont traités humainement. C'est parce que nous nous sommes rendus compte que non, notre peuple souffre énormément et que sur place, ils ne peuvent pas parler. Donc nous, on s'improvise être la voix des sans-voix du peuple togolais. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un vol qui est orchestré au sommet de l'État. C'est parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que les choses iront encore de mal en pire. Si on se base aujourd'hui sur les restrictions sur les restrictions que le FMI vient d'imposer au Togo, c'est parce qu'on sait que les choses iront encore de mal en pire. Si l'on a encore M. Faure Gnassingbé à la tête de l'État, c'est parce que l'on sait aujourd'hui, on se rend compte, c'est inconcevable pour nous qui sommes humainement traités dans les pays dans lesquels nous ne sommes pas originaires, nous sommes venus dans des pays qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont... De voir qu'en plein 21e siècle, la femme togolaise qui accouche dort encore par terre. Des femmes qui ont subi des césariennes, qui dorment par terre et qui repartent dans leur maison avec d'autres pathologies, avec des infections. Où l'État, où les centres hospitaliers ne sont pas des endroits de quiétude, où des gens viennent dans ce genre d'endroit et repartent avec d'autres pathologies, où des enfants sont 4-5 dans un lit. C'est inconcevable pour nous aujourd'hui de voir qu'au Togo encore des gens boivent de l'eau de la boue à 30 km de Lomé, des gens n'ont pas d'eau potable, où il y a une pauvreté accrue qui gangrène tout le Togo, qui gangrène plus de 80% de la population togolaise, alors qu'une minorité vit comme si eux, ils étaient les enfants préférés de Dieu, qu'ils ont des appartements un peu partout au monde, qu'ils ont des milliards dans des paradis fiscaux, qu'ils investissent ici, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont volé au pays et qu'ils viennent le mettre dans des banques ici en France ou en Europe ou aux États-Unis. C'est ce qui est inconcevable pour nous. Je ne parle pas pour que vous m'aimiez. Je parle pour que vous soyez traités humainement et dignement, peuple togolais. C'est ce qui me tient à cœur. Ce n'est pas de votre amour que j'ai besoin. Et c'est pour ça, là où il faut vous taper dessus, là où il faut que l'on vous parle aussi, nous allions le faire. Et nous devions le faire. Parce que la première étape pour la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y a vraiment un problème. Parce que quand vous reconnaissez qu'il y a un problème, vous pourriez affronter ce problème de manière beaucoup plus déterminante. Vous pourriez vous projeter de manière plus déterminante. Vous pourriez faire face à ce problème. Et vous pourriez l'affronter pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir vous en sortir. Et si aujourd'hui, la jeunesse togolaise aussi ne reconnaît pas qu'il y a un problème, il y a un problème de couardise, il y a un problème de lâcheté, il y a un problème d'une manque de prise de conscience. Si nous n'arrivons pas à le dire, mais c'est que c'est dommage.
20 ans de nos vies ont été volés comme ça. On est beaucoup dans ce pays. On était obligé de voyager avant de commencer par rêver. On était obligé de voyager avant de commencer par rêver. Comme si le Togo était un pays en stand-by. Et pendant ce temps, les années passent. Et vos enfants sont en train de grandir. Combien de jeunes aujourd'hui ont 30 ans, 35 ans et vivent encore dans la maison de leurs parents? Pas parce que ces jeunes ne sont pas ambitieux. Pas parce que ces jeunes ne sont pas travailleurs. Mais parce qu'aujourd'hui, l'atmosphère du pays, parce qu'aujourd'hui, l'économie du pays est tellement en récession. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune capacité de réussite dans ce pays que les jeunes ne peuvent même pas exprimer leur génie. Ce que moi je dis, c'est qu'il y a des salles de classe dignes de ce nom pour nos enfants. Que nos enfants puissent étudier dans de meilleures conditions et qu'ils puissent développer le génie qu'ils ont en eux. C'est ce que je veux. Quand je vois des vidéos dans lesquelles on a des salles de classe quasiment inexistantes, des salles de classe avec des clés où il pleut et la salle de classe était vide, où les enfants étaient frileux, les enfants étaient mouillés. Mais comment l'éducation ne doit pas être, les salles de classe ne doivent pas être un espace de torture psychologique pour nos enfants. Parce qu'un enfant qui va à l'école et qui pleut, cet enfant est frileux, cet enfant commence pas à trembler, cet enfant a froid. Mais vous traumatisez cet enfant. Mais comment cet enfant peut développer son génie? Comment cet enfant peut se projeter rationnellement? Comment cet enfant peut devenir les futurs élites de la nation? Comment cet enfant peut développer le génie caché en lui? Non. Ce n'est pas comme ça que eux, leurs enfants étudient à British School. Ce n'est pas comme ça que leurs enfants étudient au lycée français. Ce n'est pas comme ça. C'est ce que nous sommes en train de réclamer, la justice sociale, que ce qui serait valable pour l'un soit valable pour l'autre. Et que nos enfants aussi, nos frères, quand nos frères tombent malades, quand nos frères ont des accidents, quand on les ramène à l'hôpital, qu'ils soient traités de manière digne, qu'on puisse avoir des scanners, que chacun puisse avoir son lit, que l'hôpital, quand vous voyez même l'hôpital, les carreaux qui sont cassés, l'hôpital qui est dans un état piteux, délabré, ça, ce sont des genres de choses qui agissent aussi sur la convalescence, sur la guérison de quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est malade, et là où on doit le traiter, ressemble à une prison, c'est délabré. Comment son esprit peut retrouver la force et puis trouver la guérison? Et tous les hôpitaux sont comme ça, que ce soit l'hôpital de campus, l'hôpital de Tokyo, l'hôpital d'Afana, c'est des hôpitaux qui sont en dégradation perpétuelle. Un malade qui arrive à l'hôpital et qui est soigné, et tout autour de lui, c'est des carreaux cassés, c'est un lit délabré, c'est une chambre sale, et des chambres qui sentent mauvais. Comment cette personne, comment l'esprit de cette personne peut bien se retrouver et lutter? Parce que nous savions que nous sommes tripartis, nous on a l'âme, le corps et l'esprit. Comment ces personnes peuvent avoir l'esprit bien disposé pour commencer par guérir? C'est impossible. Nos enfants qui étudient, comment nos enfants qui étudient dans ce genre d'endroit, alors que nous savions tous que l'endroit dans lequel se trouve un enfant agit littéralement sur son équilibre. Un enfant qui vient à l'école et qui pleut, il y a des clés, où les enfants sont 3-4 dans les bancs, c'est traumatisant pour les enfants. C'est extrêmement traumatisant pour les enfants d'être 3, ou même dans les salles de classe, les bancs sont collés, le professeur ne peut même pas circuler. Alors que ceux-là doivent être les futures élites de la nation. Mais non, les futures élites sont déjà préparées.